All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. I understand that the victims of the other crimes start. And Ms. Masida, we have our lunch break at 1 o'clock, and then you can continue afterwards. We've already discussed it amongst the judges. We will again shorten the lunch break to an hour. Not that we think that we need more time, but simply because we want to put it this way. Ms. Masida, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. The closing statement for the victims of the other crimes will be delivered as follows. Ms. Fall will start with some introductory remarks. It will be followed by Mr. Dangabo, who will discuss the crimes suffered by the victims. In turn, Ms. Dudzima Lawson and Ms. Rabre-Sandatana will present the prejudice, harms caused to the victims by the crimes, and I will conclude with some remarks on the liability of the accused. Avec votre permission, Monsieur le Président, je donnerai la parole à Maître Fall. With regard to the last thing, I would ask to remind you to be at least a little bit careful. Liability of the accused. I understand that, Your Honor. We have addressed the issue in our closing brief, and I believe victims are entitled to present to this court their position in relation to the liability of the accused. We will not make a huge fuss out of it because we all know that the closing statements are not evidence, but still a little bit of reluctance and restraint would be appreciated by the chamber. Yeah, and I also think defense counsel will not make a huge problem out of it, but I simply wanted to state it. Yeah? That's understood, Your Honor. We all know that the closing arguments are not entailed in the conduct of proceedings specifically. The reason being that they are not evidence, but in the spirit of it, this is why I ask you for a little bit of restraint, and you think you understand me. So then let's start with your presentation. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Dans le cadre de la répartition des tâches au sein de notre équipe, mes collègues m'ont chargé de vous entretenir du thème « Les victimes qui participent au procès ». Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire et de le répéter peut-être, les événements qui se sont déroulés en République centrafricaine pendant la période qui nous préoccupe ont fait énormément de victimes. Mais au bout du compte, et en raison des vicissitudes de la procédure, seules 1965 d'entre elles ont été autorisées à participer. Au-delà des critères géographiques, ethniques, d'âge, de sexe, ce que tout le monde peut constater aujourd'hui, c'est que le cordon ombilical qui les unit est le fait qu'elles sont presque exclusivement de confession musulmane. Les rares personnes de confession chrétienne se trouvant dans le lot n'ayant été ciblées qu'en raison de leur alliance avec une famille musulmane. Sur la note conceptuelle relative à la demande des États parties pour la mise à jour par le greffe de la Cour de sa stratégie à l'égard des victimes,
afin de répondre à l'évolution de leurs besoins et des difficultés auxquelles elles font face, nous pouvons lire ceci. Je cite, « La Cour pénale internationale a été créée pour garantir que les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale ne restent pas impunis. Et au cœur de cette mission se trouve la reconnaissance des immenses souffrances endurées par les victimes. Leurs témoignages, leur expérience et leur point de vue sont inestimables pour découvrir la vérité et demander aux auteurs de rendre compte. C'est pourquoi il est fondamental que la Cour prévoie une stratégie visant à garantir que les victimes soient non seulement entendues, mais également impliquées de manière significative à chaque étape de la procédure. » Fin de citation. Ces déclarations venant d'un des principaux, sinon du principal organe de la Cour, a fini, s'il en est encore besoin, d'asseoir la place fondamentale que les victimes occupent dans le système. Néanmoins, contrairement à ce qui est en cours dans le système de la civil law d'où nous provenons et dans lequel les victimes constituent une partie à part entière dans le procès, cette place centrale ne fait pas de nous une partie, mais des participants, en outre autorisés à n'intervenir que dans des limites bien définies. Cet aspect des choses, inévitablement lié au caractère hybride de notre institution, a très sincèrement été une des premières difficultés à expliquer et à faire comprendre le fonctionnement à ce que nous représentons et au sein desquels l'illettrisme est très répandu. L'article 50 du statut de Rome dit bien, dans son alinéa 2, que les langues officielles de la Cour, sinon les langues de travail de la Cour, sont l'anglais et le français. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous me permettrez à ce niveau de faire une incursion dans la langue anglaise en disant ceci. It was far and very far from being a piece of cake. Parce que cela traduit mieux ma pensée à ce sujet. Sur le plan pratique et processuel, ce sont les dispositions de l'article 68.3 du statut de Rome qui constituent la pierre angulaire de notre présence, sinon de notre existence même dans le procès, et dont la garantie se résume aux notions de vue et préoccupation. Ces deux termes renvoient à une connotation certes physiologique, mais surtout mentale et psychologique, c'est-à-dire en quelque sorte à l'idée de point de vue, en tout cas à ce qui préoccupe l'esprit. Mais cet état de fait, il faut bien en convenir, pour ne pas être constitutif de charabia et pour être crédible, doit nécessairement être fondé sur du vécu. C'est en cela que notre propos portera sur des éléments factuels que nous avons non seulement tous vécu ici dans le prétoire à travers les multiples témoignages et autres éléments de preuve que nous avons partagés des années durant, mais également et surtout que nous avons, nous, les représentants légaux, directement vécu sur notre domaine de prédilection qu'est le terrain. Je me souviendrai peut-être tout le restant de ma vie de cette vidéo que nous avons encore vue hier et dans laquelle
nous avons vu un soldat, soi-disant membre du mouvement de résistance appelé Anti-Balaka, d'un ton goguenard et foncièrement cruel, brandissant un fumigène, clamait haut et fort que cet instrument servait à déloger les musulmans de leur domicile pour pouvoir les massacrer, en n'épargnant ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations que nous connaissons, les enfants, a fortiori les bébés, les femmes, a fortiori les femmes enceintes, font l'objet d'un minimum de compassion. Mais ce que nous avons vu, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, ça c'est le summum de la cruauté. À la limite, on peut se poser la question si nous sommes encore dans le domaine de l'humain, eu égard à la tranquillité avec laquelle cette personne proférait ses propos. Ça fait froid dans le dos. C'est absolument insupportable. Sur d'autres vidéos, nous avons également entendu des soldats se réclamant des troupes anti-Balaka dire « Nous ne voulons plus des musulmans chez nous. La seule possibilité que nous leur offrons, c'est de quitter le pays. S'ils s'entêtent, nous les massacrons. » Au-delà des dénégations et autres explications filandreuses d'aujourd'hui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, ces éléments factuels indiscutables établissent d'une manière irréfutable ce qui est à la base de tout ce qui s'est passé. Dans le strict respect de ses droits, vous avez autorisé un des accusés sur le fondement des dispositions de l'article 67(1)H du statut à faire une déclaration orale. Nous trouvons cette démarche tout à fait légitime eu égard au droit sacré de la défense. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, cette démarche exempte de serment a également été rendue publique et a été également largement traduite dans les langues du pays et suivie par les victimes. Il nous semble par conséquent légitime de vous faire part des sentiments, c'est-à-dire des vues et préoccupations que la dite déclaration a suscité chez nos mandants. Nous avons entendu l'accusé se plaindre des conditions d'existence et de traitement à la maison d'arrêt, soutenant qu'il n'était tenu aucun compte de sa culture dans son alimentation et n'ayant eu droit qu'à quelques visites de ses proches. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, que ces propos ont profondément bouleversé les victimes, qui vivent dans la misérabilité permanente. D'autant plus que ces conditions de vie tant décriées par ailleurs sont tout de même à la charge de la Cour. Et on ne peut en mesurer le caractère privilégié que lorsqu'on a connu comme nous les conditions de vie désastreuses de ces milliers de victimes entassées dans les camps, qui non seulement ne trouvent même pas à manger, mais n'ont également plus aucun proche pour leur rendre visite. Les deux mondes sont diamétralement opposés comme le jour et la nuit. D'ailleurs, pour cette raison, nous avons unanimement décidé au sein de notre équipe de ne plus montrer le passage consacré aux images de la maison d'arrêt lors des séances de projection que nous organisions pendant les missions de sensibilisation. Il serait tout de même catastrophique pour l'image de la Cour
d'obtenir l'effet contraire de ce que nous étions venus promouvoir. Nous avons également entendu l'accusé déplorer n'avoir pas pu assister au deuil de ses proches. Cela est effectivement une situation pénible et nous partageons sans douleur et nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de ceux qui sont partis. Mais imaginez un peu ce que cela doit être pour les victimes qui, en plus d'avoir perdu les leurs, n'ont même pas pu faire le deuil, les dépouilles ayant disparu comme par enchantement. Avec les armes lourdes que nous avons vues entre les mains de ces pyromanes, il est vraiment aisé de comprendre ce qui est advenu. Ce qu'il y a d'insupportable dans le nombrilisme, c'est sa propension réductrice. Il nous semble tout à fait naturel de penser d'abord à soi, en raison de l'instinct de conservation existant chez tout individu. Mais il nous semble également simpliste de ne penser qu'à soi, venant surtout de quelqu'un qui a déclaré ici avoir l'ambition de diriger son pays, auquel appartiennent à part entière les victimes que nous représentons, qui vivent aujourd'hui dans des camps et des enclaves, privés du minimum vital et essentiellement composés de personnes vulnérables, comme les femmes, les enfants et les vieillards, qu'aucune élucubration nous fera croire qu'il s'agirait et qu'il pourrait s'agir de combattants armés. Sur la base d'éléments de preuve que nous avons tous vécus ici, il est clairement apparu que ces personnes n'ont commis d'autres crimes que celui d'appartenir à la religion musulmane. Nous l'avons entendu tous en même temps. La raison principale pour laquelle elles ont fait l'objet d'attaques, c'est simplement il faut que M. Djotodia démissionne, sinon nous allons commettre un massacre, nous allons commettre un génocide. Cela prouve à suffisance l'innocence de ces personnes. Et ça, nous l'avons entendu à plusieurs reprises, répété par ces hommes qui ont commis ces crimes inacceptables. Face à la réalité têtue des faits, nous avons entendu quelques tentatives de justification. D'abord des dénégations. Mais ma longue expérience d'avocat m'a appris que cette démarche n'a jamais été un bon moyen de défense. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le propre de la légitime défense, ou alors de la résistance, qu'on a également brandi comme fait justificatif, c'est tout de même la concomitance de l'attaque et de la riposte. Mais lorsque la riposte intervient beaucoup plus tard, il faut bien que nous admettions que l'on est dans une situation de vengeance et de représailles. Enfin, l'affirmation selon laquelle je n'étais pas sur les lieux nous semble également inopérant, eu égard au monde virtuel dans lequel nous vivons, l'espace et le temps ayant été réduits à néant par la technologie moderne. Il en est de même des transferts d'argent qui sont niés. Et nous savons tous que dans nos contrées, ces transferts sont effectués au coin de la rue, sans laisser aucune trace, et portent sur des sommes qui peuvent être extrêmement importantes. Nous qui vivons dans ces zones-là, nous pouvons en attester. En dernière analyse, et relativement à l'exercice de l'autorité, il est incontestable que celle-ci appartient à celui qui a le droit de tuer ses soldats pour n'avoir simplement pas exécuté ses ordres. En conclusion, je voudrais réaffirmer que dans les camps de réfugiés, c'est dans un océan de détresse et de désolation que nous avons navigué pendant 5 années durant. Mais sans relâche, avec l'appui du personnel de terrain,
inlassablement, nous avons tenté d'inciter les victimes à garder et à faire confiance à la Cour qui, nous en sommes certains, dira le droit en tout état de cause. Ainsi que le disait le révérend père Desmond Tutu, l'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, aujourd'hui, nous concluons une phase cruciale de ce procès. Pendant des années, cette Cour a scruté, analysé et entendu les témoignages relatant les atrocités commises en République centrafricaine lors du conflit de 2013 et 2014. Ces audiences ont permis de mettre en lumière l'ampleur des crimes subis par les victimes musulmanes, crimes qui, par leur caractère systématique et organisé, ont choqué la conscience de l'humanité. Monsieur le Président, je suis de confession musulmane, non pratiquant. Je ne suis ni Balaka ni Séléka, je suis citoyen centrafricain, un point, un trait. C'est ce que j'ai toujours dit, même à Paris, quand on a failli m'attaquer. C'est très important parce que je n'étais pas en Centrafrique, j'étais à Paris, au barreau de Paris. Les crimes commis contre les communautés musulmanes, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, ce procès a révélé une campagne méthodique de violence dirigée contre les communautés musulmanes. Les faits établis au cours des débats sont accablants. Massacre et extermination. Les milices anti-Balaka, motivées par un discours de haine, de vengeance, ont perpétré des massacres à grande échelle. Des villages entiers ont été anéantis, des familles décimées et des corps mutilés, abandonnés dans les rues ou dans des fosses communes. Ces actes démontrent une volonté manifeste d'exterminer une population, une communauté. 2. Nettoyage ethnique et déplacement forcé. Les campagnes de violence ont conduit au déplacement de centaines de milliers de musulmans. Les chiffres sont glaçants. Près de 80% de musulmans ont été contraints de quitter Bangui. Au niveau national, cette campagne de terreur a détruit des communautés entières, forçant des populations à l'exil au Cameroun, au Tchad et dans d'autres pays voisins. Nos différentes rencontres avec les victimes nous donnent l'occasion de vivre constamment ces situations. 3. La destruction des mosquées et symboles religieux. Bien qu'ici, on ne parle qu'une mosquée, que de mosquée de Boeing, mais dans le contexte général, comme l'a évoqué le procureur tout à l'heure, il y a eu, sur les 436 mosquées en République centrafricaine, il y a eu 418 qui ont été détruites ou gravement endommagées. Cette destruction systématique visait non seulement des bâtiments, mais aussi à la fois la foi et l'identité culturelle des musulmans. Elle constitue une preuve supplémentaire de la volonté d'effacer toute trace de cette communauté dans le pays. Nous avons vu à travers les vidéos projetées ici dans la salle
que ce n'est pas un vain mot. 4. Violences sexuelles et torture. Les femmes musulmanes, y compris des adolescentes, ont été victimes de viols collectifs, utilisés comme armes pour humilier et détruire le tissu social de leur communauté. Ces actes s'accompagnaient souvent d'autres formes de torture infligées à des membres de la communauté, hommes et femmes, enfants inclus. Monsieur le Président, il est peut-être l'occasion d'élargir la notion de viol et de l'assimiler à des tortures. Parce que je pense que c'est une occasion, lorsque la Cour va prendre sa décision, d'inclure cette approche qui est d'assimiler le viol à la torture, parce que ça va servir de jurisprudence pour l'humanité dans les facultés de droit, et nous allons avoir des matières à étudier. Pillage et appauvrissement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Les commerces, maisons et entreprises musulmanes ont été systématiquement pillés ou incendiés. Ces actes ne visaient pas seulement à détruire physiquement, mais aussi économiquement les victimes, les privant de tout moyen de subsistance. Monsieur le Président, ça me rappelle une visite à Leyde, au musée de Leyde ici. J'ai visité le département d'égyptologie. J'ai trouvé un texte qui s'appelle le texte Ipou-Our, qui parlait de la révolution sociale à l'époque de l'Égypte antique, où le monsieur qui écrivait disait « le monde à l'envers ». Nous vivons le monde à l'envers, le pauvre devient riche, il prend votre femme, le domestique devient votre patron, le patron devient domestique, et la bonne devient la marraine ou la mère du foyer, etc. C'est très important. C'est un texte fondamental qui montre ce qu'est. Est-ce qu'en Centrafrique, c'est une révolution sociale? La question reste posée. Une quête de justice indispensable, Monsieur le juge président, Madame, Messieurs les juges. L'ampleur de ces crimes et leur impact dévastateur sur la communauté musulmane ne peuvent être ignorés. Ce procès a permis à mettre en évidence la responsabilité des accusés, leaders des milices anti-Balaka, dans ces atrocités. Ils ont orchestré, encouragé et légitimé ces actes de violence par des discours de haine et des appels à la violence. Les témoignages des survivants, les documents présentés et les analyses d'experts démontrent sans équivoque que ces crimes s'inscrivaient dans une stratégie visant à exterminer ou à expulser les musulmans du territoire centrafricain. Ces actes constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, comme l'a établi le statut de Rome. Conséquences durables. Les effets de ces crimes continuent de se faire sentir aujourd'hui. Les communautés musulmanes, autrefois actrices majeures de l'économie centrafricaine, ont été décimées ou contraintes à l'exil. Je suis bien placé, Monsieur le Président, issu de familles commerçantes, pour vous dire combien les dégâts ont été énormes. Les cicatrices sociales sont profondes, laissant une société polarisée et un pays encore fragile. J'insiste, un pays encore fragile. Ce procès est bien plus qu'une simple recherche de responsabilité pénale. Il est un message puissant adressé aux victimes, leur disant qu'elles ne sont pas oubliées. Il est aussi un signal clair aux auteurs potentiels. Il est aussi un signal clair aux auteurs potentiels de telles atrocités dans le monde. L'impunité ne sera pas tolérée. Appel à la justice. Monsieur le juge président, Madame, Messieurs les juges, au cours de ce procès, vous avez entendu les voix des victimes, celles des survivants, celles des familles qui ont tout perdu. Vous avez vu les preuves de ces crimes inhumains. En votre qualité de gardien de la justice internationale,
Nous vous exhortons à rendre un jugement qui reflète la gravité des actes commis. Un jugement qui honore la mémoire des disparus et redonne espoir aux survivants. Ce procès ne pourra jamais effacer les souffrances endurées, mais il peut établir la vérité. Condamner les responsables et réaffirmer le principe fondamental que les crimes de cette nature ne resteront jamais impunis. Nous vous remercions pour votre attention et la diligence avec laquelle vous avez mené ces procédures. Je vous remercie, monsieur. Thank you very much, Mr. Zima. Monsieur, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, mes collègues m'ont demandé de faire la présentation des préjudices subis par les victimes. Oui, l'heure de la vérité a sonné pour ces victimes qui participent à ce procès, les victimes étant au cœur de cette procédure. Pour les victimes que nous représentons, la gravité des préjudices découlant des crimes qu'elles ont subis, en plus des preuves présentées dans le cadre de ce procès, justifie que la culpabilité des accusés ici présents soit établie. Ce sont les préjudices, en effet, qui justifient les poursuites. Ces préjudices ne se limitent pas qu'aux conséquences immédiates, mais aussi aux conséquences à long terme. Nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'attaques généralisées, ciblées, organisées. Vous avez entendu parler des Anti-Balaka du Nord, des Anti-Balaka du Sud, des Anti-Balaka du Centre, etc., avec à leur tête des comzones bien connus. Car OTP 2061-889 et car OTP 2061-1552-890. Ceci témoigne de l'étendue des crimes qui ont été perpétrés sur le territoire centrafricain et notamment à Bangui. Les préjudices subis par les victimes suite aux violences gratuites, aux atrocités gratuites contre la population civile sont énormes. On a parlé des attaques intentionnellement dirigées contre la population civile et non contre des combattants. Elles étaient notamment dirigées tout azimut contre des musulmans considérés souvent à tort comme des sélékas ou assimilés. Il suffisait donc d'être collègue ou ami à un musulman, être époux ou épouse d'un musulman, d'habiter un quartier musulman, etc., pour que vous soyez attaqués par les anti-Balaka. Lors du procès, il est ressorti de nombreux témoignages que la population civile musulmane a été systématiquement ciblée par les anti-Balaka. Les victimes participantes qui ont été les victimes des attaques susvisées sont dans la grande majorité de religions musulmanes et appartiennent à un large éventail d'ethnies différentes. Cet amalgame a semé la confusion et la division dans les communautés et mis à mal la cohésion sociale qui y régnait, alors que tous les témoins des parties ont été d'accord sur le fait que les deux communautés avaient toujours cohabité en parfaite harmonie. Ces attaques ont provoqué le déplacement et le
transfert forcé de population qui ont trouvé refuge dans des enclaves, dont les mosquées, les églises, les écoles et d'autres endroits publics, dont une partie de l'aire de l'aéroport Bangui Poko, avec tous les risques que cela comporte, et ce, dans des conditions de vie catastrophiques. Par ailleurs, les musulmans sont réputés être des éleveurs de bétail et des commerçants. Cependant, dans leur fuite précipitée, ils étaient contraints de tout abandonner et vont par la suite tout perdre. Dans leur fuite, certaines victimes sont mortes d'épuisement. Nombreuses victimes ont perdu leurs enfants en cours de route à cause de la faim ou de la malnutrition. Toutes les victimes musulmanes ont été contraintes de quitter leur localité habituelle pour se réfugier dans des pays limitrophes à la RCA, de telle sorte que l'on assiste à une dislocation de familles, ce depuis plus de 10 ans maintenant. En effet, certains membres d'une même famille sont déplacés à différents endroits dans le pays et d'autres à l'étranger. Cette situation continue d'affecter la cohésion des familles. Les victimes qui sont revenues au pays n'ont eu que la désolation, car leurs propriétés ont été l'objet soit d'expropriation ou de spoliation ou encore de destruction. Cette situation les a plongés dans une précarité extrême. Beaucoup de victimes de familles n'ont pas à ce jour retrouvé leur vie d'antan. Lorsque les victimes tombent entre les mains des anti-Balaka, ils sont systématiquement soumis à des traitements cruels. Ils sont soumis à la torture. En cette matière, nous avons eu des preuves ici que les anti-Balaka ont agi comme des personnes sans âme, ni foi, ni loi. Les victimes ont été attaquées par surprise, parfois dans leur fuite, brutalisées, torturées, blessées. Les anti-Balaka leur ont infligé des souffrances intolérables, à tel point qu'elles en gardent les séquelles à l'heure actuelle, dont des handicaps tant physiques, moraux que psychiques. La victime A40908 dit qu'elle est devenue faible, souvent malade, à tel point qu'elle ne peut plus faire beaucoup d'efforts pour travailler. Elle souffre également de traumatisme. Nous avons vu que c'est souvent par décapitation, par mutilation, après une longue séance de torture physique, que sont effectués les meurtres par les anti-Balaka. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont dirigé aussi ces attaques contre les bâtiments consacrés à la religion. Selon la déposition du témoin P0475, il y a eu à peu près 400 grandes mosquées qui ont été détruites pendant le conflit en RCA. Et là, ce chiffre ne fait pas allusion aux petites mosquées. Le témoin P55, un témoin de la défense, avait déclaré ceci. Je sais qu'il y a eu des mosquées qui ont été vandalisées. C'est la transcription éditée du 12 décembre 2023, page 38, ligne 11. Cette haine gratuite a affecté moralement les fidèles des mosquées concernées. Ils en ont été traumatisés, étant donné que les Centrafricains
sont très attachés à leur lieu de culte. Cela fait partie de leur vie, de leur identité. De nombreuses personnes ont été non seulement des victimes directes des attaques, mais aussi des victimes indirectes du meurtre de parents et de proches, causant à ces victimes de graves souffrances morales. Dans l'un ou l'autre cas, les victimes indirectes n'ont pu récupérer les corps des personnes que les anti-Balaka ont tuées. En Afrique en général et en Centrafrique en particulier, il est difficile de faire le deuil d'un parent dont on n'a pas vu la dépouille. Bon nombre de familles en souffrent énormément et jusqu'à ce jour. Aussi, en Afrique en général et en Centrafrique en particulier, c'est la famille nombreuse, la famille élargie qui prédomine. C'est-à-dire qu'un ménage est composé non seulement du père, de la mère et leurs enfants, étant entendu qu'en Afrique, un couple peut avoir au moins 8 enfants, mais aussi de personnes ayant des liens de parenté avec le couple. Il ressort des propos des victimes que la perte de leurs proches a causé des souffrances psychologiques et émotionnelles importantes à ceux qui dépendaient du soutien physique, émotionnel de la victime directe, car ils sont désormais privés d'elle. En outre, le meurtre a affecté de manière non négligeable les membres des familles qui dépendaient financièrement des victimes directes décédées. C'est notamment le cas des victimes qui étaient considérées comme le pilier économique de la famille ou du foyer. Des proches qui essaient de récupérer les enfants orphelins ont des difficultés énormes pour s'occuper d'eux en même temps que leurs propres enfants. Beaucoup de victimes se plaignent encore aujourd'hui de perte de mémoire constante, d'insomnie et autres maux. Les victimes participantes ont ainsi décrit des viols, des traitements cruels et actes inhumains, emprisonnement et privation grave de liberté physique et actes de persécution dont elles ou leurs proches ont été victimes. Le témoin P. 2657 a indiqué qu'elle était enceinte d'à peu près 4 mois lors de son viol et qu'elle suit un traitement médical jusqu'à ce jour en raison d'une douleur au ventre ressentie après le viol. De manière générale, le viol a été toujours un sujet tabou en Afrique, en général et en Centrafrique en particulier. Dans la culture centrafricaine, et notamment musulmane, les victimes de viol sont systématiquement stigmatisées par leur communauté, y compris par leur propre famille, parce qu'elles sont considérées comme souillées, impropres, indignes, mises en marge de la société. Du fait du viol, elles ont perdu l'estime de soi. Elles ressentent du dégoût pour les rapports sexuels. L'image de leur viol leur revient constamment en mémoire et empoisonne et pourrit leur existence. Il a été observé qu'à cause de l'absence de traitement médical de qualité, nombreuses victimes de viol ont des difficultés pour concevoir. Ça dépend de la manière à laquelle ces victimes ont été violées. Elles peuvent être violées par plusieurs personnes. D'autres continuent de ressortir
des douleurs abdominales après leur viol. C'est une vérité, une réalité à ce jour. J'en viens au pillage pour terminer. Les pillages et destructions des biens des victimes sont à la base du changement drastique des conditions matérielles des victimes qui sont devenues des sans-abri, des personnes vulnérables, dépourvues de moyens de subsistance. En l'espèce, la majorité d'entre elles vivent aujourd'hui dans la plus grande pauvreté. Les enfants des familles des victimes sont disloqués, désemparés. Toutes les victimes sont unanimes pour dire que tout ce qu'elles ont construit pendant toute leur vie a été volé en éclats en l'espace de quelques minutes ou d'une journée. Leur souffrance est indescriptible car la valeur de tout ce qu'elles ont perdu est inestimable. Nombreuses victimes sont décédées à cause des conséquences des crimes qu'elles ont subis. Nombreuses victimes ont été victimes de la plupart des crises qui ont secoué le pays. L'avenir de leurs enfants est hypothéqué. En marge de ces audiences, les victimes participantes ont toutes fait part du fait qu'il est presque impossible pour elles de se relever à cause des conséquences des crimes dont certaines deviennent irréversibles du fait de leur gravité. Je vous remercie. Thank you. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, tout d'abord, permettez-moi de saluer les victimes de Bangui, de Mbeki, de Bossangoa, de la Centrafrique, mais aussi du Tchad, de Djamena, en particulier du camp de Gaoui, à une dizaine de kilomètres de Djamena. Je sais qu'une retransmission est organisée dans le camp. C'est un camp de 4000 réfugiés. Et aussi les victimes du Cameroun, qui vivent au Cameroun, au Congo et ailleurs dans le monde. Nos victimes sont au rendez-vous aujourd'hui et nous sommes là pour elles. Nous sommes au stade de la clôture. Cette audience est importante pour les victimes. Pourquoi ? Voici quel est l'enjeu. Ce procès relève d'un chemin de mémoire sur la route de la résilience. C'est un outil de connaissance, d'approche de la compréhension de cette guerre qui reste une énigme pour la population civile musulmane, illettrée. Pourquoi nous ? Pourquoi moi ? Le petit commerçant, le grossiste, le semi-grossiste, l'éleveur de bétail, celui qui fait le transport. Qu'ai-je fait pour subir ces atrocités ? Pourquoi ? Comment comprendre cette guerre ? L'enchaînement des atrocités. Eh bien,
par le vecteur des témoignages des uns et des autres, du procureur, de la Chambre, de la défense, par les propos tenus, les recoupements des faits entre eux. Elle tente d'approcher une vérité. Par l'énoncé des charges, des dates, des lieux, des noms qui résonnent en elle, tels que l'école de la liberté, un site d'apprentissage transformé en camp de déplacés, tel que l'école de Yamoa, lieu terrible de torture, tel que Becky, tel que Monseigneur Rino, qui a essayé d'apporter quelque nourriture à ces victimes réfugiées dans ce camp. Tous ces procès, tout ce procès, leur donne des éléments de réflexion, leur permet de revisiter leur vécu effroyable, trop lourd, trop traumatisant, trop longtemps enfoui aussi. On vous a expliqué qu'elles avaient en mémoire des scènes auxquelles elles ont assisté, que les femmes victimes de viol ne s'en remettent pas, sont toujours remplies de ces images qui les poursuivent. Une victime du camp de Gaoui au Tchad nous disait, lors de notre dernière visite en novembre, amèrement, nos hommes sont devenus des clochards. Ils dorment sur le sol, sous la tente bâchée. Nos enfants n'ont pas d'école. Ils sont devenus ignorants. On vit comme des animaux. On survit dans le dénuement le plus complet. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ainsi, d'interrogation en interrogation, d'échanges entre elles, d'écoute des audiences, écoute douloureuse, pénible à suivre psychologiquement. Le chemin se fait d'une construction mémorielle de cette page honteuse de l'histoire de la RCA et une construction mémorielle de leur vécu personnel. Voilà l'enjeu, voilà pourquoi cette audience de clôture est importante pour ces victimes. Très rapidement, je vais mettre en évidence la typologie des préjudices. Tout d'abord, ces crimes ont affecté la population civile musulmane. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point qui a été largement débattu. Simplement, citer le témoin P 0947. Mais quand vous voyez les anti-Balaka en train de tuer les musulmans, alors que tous les musulmans ne faisaient pas partie de la Séléka. Deuxièmement, tous les musulmans n'étaient pas d'origine arabe. Il y avait des chrétiens qui ont été islamisés. Chacun était libre de faire choix de sa religion. Il y a des femmes centrafricaines qui se sont mariées à des musulmans et qui se sont islamisées. Donc, je vous dis, quand on tue les musulmans, c'est des civils qu'on tuait. La deuxième remarque, c'est l'extrême violence et l'extrême cruauté des crimes poursuivis. Par exemple, le massacre des civils, des familles qui s'étaient réfugiées dans la maison de l'imam de Bossangoa, autour de cette maison. Les gens ont été égorgés. On vous l'a expliqué, on l'a vu, je ne reviendrai pas là-dessus. Un autre exemple,
de ces cruautés, de cet acharnement, c'est l'attaque des convois lors des déplacements forcés. Le témoin P 1577 indique: nous les avons suivis, donc les camions qui quittaient, qui fuyaient Bossangoa. Nous les avons suivis pendant quelques kilomètres le long de la route. Et nous avons vu des preuves d'attaque sur ces camions. Et nous avons pu constater la présence de cadavres criblés de balles. Il y a aussi des camions qui traversaient des villages qui ont été attaqués par des anti-Balaka. Il y avait des cadavres par terre. Il y avait des corps qui sont tombés des camions. Et nous avons même appris qu'un homme a été arrêté, qu'il avait été ligoté avec un fil électrique ou un câble de téléphone le long de la route. Je n'irai pas plus loin. Aussi un mot sur le village de Sekia, ce qui s'est passé à Sekia. Selon les propos du témoin P0475, les musulmans n'y sont plus. Dans ce village, ils n'aiment pas voir les musulmans là, à Sekia, jusqu'à aujourd'hui encore, parce qu'à Sekia, la mosquée était vendue. Je fais allusion au maire de Sekia. C'est celui-là qui a la responsabilité de tout ce qui s'est passé à Sekia, parce que c'est lui qui a vendu la mosquée, c'est lui qui a vendu toutes les parcelles des musulmans à Sekia. Donc non seulement la mosquée, le symbole, mais aucun musulman, aucune propriété, plus rien n'est toléré à Sekia, et c'est la volonté du maire. Abordons l'impact de cette guerre par rapport à tous ces déplacements, ces transferts forcés. Ceux qui ne sont pas morts lors de cette fuite, ceux qui ont survécu sont aujourd'hui dans des camps de déplacés ou dans des enclaves, dans des conditions de survie. Ils sont des vivants, oui, mais en réalité des morts vivants. Quand ils ont quitté, par exemple, Beki, voilà ce que le témoin P1666 disait. C'est avec les larmes aux yeux. Les chrétiens venaient nous prendre dans les mains et ils pleuraient, et nous aussi nous pleurions. On ne s'attendait pas à ce départ. On ne pensait pas qu'un jour on allait partir de cette ville. C'était vraiment dans la tristesse, car nous étions obligés d'abandonner ceux avec qui on avait grandi ensemble. De part et d'autre, il y avait de la tristesse. C'était difficile à supporter. Et un autre témoin, P2354, rajoute « Les gens sont partis en pleurs parce qu'ils ont abandonné leurs biens, leurs marchandises. Nous n'avons sauvé que nos vies et nous avons tout abandonné à Mbeki. » Donc vous voyez, quand ils sont partis, il y avait des sentiments mélangés, il y avait beaucoup de tristesse. Mais peut-être aussi, il y avait à ce moment-là, même s'ils perdaient tout, l'espoir de dire on pourra revenir, c'est notre pays, on pourra repartir. Mais aujourd'hui, non, cet espoir n'existe pas. Ce sont des survivants, mais oui, en réalité, des morts vivants. Ils ont en mémoire des images, des scènes inoubliables. Par exemple, à Bangui, le témoin P2050 explique
que lors de l'attaque du 5 décembre, de nombreux corps de musulmans tués étaient en putréfaction dans la grande mosquée à cause de l'impossibilité d'accéder au cimetière musulman. Ce qui a conduit aux enterrements dans les fosses communes, par la Croix-Rouge notamment. Et ailleurs, les corps ont été enterrés ou dans des concessions ou dans des champs, à la va-vite ou dans des charniers, dans l'enceinte de l'école de la Liberté, par exemple. Ce qui a comme impact l'absence de tombes pour entretenir la mémoire de toutes ces personnes décédées. Voilà un impact irréversible. L'impact sur les préjudices physiques, corporels, c'est complexe, parce qu'à travers ces préjudices apparents, il y a une large part invisible. Il y a l'enveloppe charnelle de la personne, mais il y a aussi l'atteinte à une fonction du corps de la personne. Ça peut être une atteinte purement intellectuelle, une atteinte aussi psychique. On vous a expliqué que certains avaient perdu ou étaient devenus aveugles ou avaient perdu la tête, des atteintes dont on ne peut guérir. On ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas revenir au statu quo antérieur. Faire comme si rien ne s'était passé. On ne fera pas revenir un être cher, disparu trop tôt. On ne donnera pas une famille à celui ou celle qui reste handicapé. Leur liberté, de leur personnalité, de leur culture. Ce sont des crimes contre l'homme et au-delà, contre l'humanité tout entière. Les conséquences de la destruction des mosquées. On vous en a largement montré l'ampleur. Évoquant ses ressentis sur la destruction des mosquées par les anti-Balaka,
Le témoin P1528 exprime ses émotions en ces mots. Et même s'il y a des problèmes, même si les gens se battent, et quelqu'un rentre dans un lieu religieux, dans une maison, dans une église, dans une mosquée, en principe, les actions devraient au moins s'arrêter. Et à plus forte raison, aller détruire une église, une mosquée, pour moi, ça n'a pas de sens. Et voilà quoi. La conséquence directe abordée par le témoin P0475 qui développe, la conséquence directe est la perte de religiosité vécue par la commune musulmane du fait de l'absence de mosquées où elle se rassemblait pour les prières régulières. La peur, déjà, l'impossibilité de se retrouver ensemble dans des lieux, une perte de religiosité directe. Autre conséquence, du fait de cette peur, d'autres musulmans ont été contraints de nier leur religion, leur foi, ce qui a eu pour conséquence la perte de leur identité. Alors, voilà, très synthétiquement, un tableau des préjudices individuels, collectifs, physiques, psychologiques et matériels que subissent encore aujourd'hui les victimes musulmanes. Pour conclure, ce n'est pas possible d'éliminer la douleur et la souffrance, de guérir les corps et les esprits. Certainement pas dans la présente instance, compte tenu de la gravité des violations des droits humains, de leur ampleur. Ils sont des survivants. Vous avez entendu, à travers les témoignages, comment la vie dans les camps ou les enclaves détruit leur âme. Là-bas, au Tchad, ils pleurent la perte de leur langue, le sango, de leur culture, de leur fierté, de leur identité. Ils n'ont plus d'existence sociale. Tout cela ne peut leur être redonné et ils le savent. Mais ce procès peut être efficace, leur apporter aussi des satisfactions pour la vérification et la compréhension des faits, pour leur divulgation, leur qualification de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, pour faire cesser les violences et les violations persistantes, massives des êtres humains dans leur pays, mais aussi ailleurs. Plus d'impunité. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu accès à leur droit à l'information, à la possibilité d'accéder à la vérité judiciaire. Et enfin, les rétablir par la décision de justice, dans leur dignité, leur réputation, leur droit de citoyen, dans la jouissance des droits de l'homme. Ce procès permet, en racontant leurs histoires, à travers les faits miroirs des témoignages, à ces victimes, adultes, hommes, femmes, enfants, aujourd'hui grands, quel que soit leur âge, en entendant la diversité des souffrances et des douleurs, de déposer leurs émotions, de vivre leur vie sur un mode transformé, de trouver une forme de soulagement quelque part,
d'avoir rencontré un lieu, une instance de justice qui leur dit « Non, vous n'êtes pas des victimes oubliées. Vous comptez pour nous. Vos vies ont de la valeur pour nous. » Je vous remercie. Thank you, Ms. Rabesandratana. Ms. Masida? It will take not more than 21 minutes, I think, Your Honor, so I think I can proceed with your leave. Yeah, I think that makes sense. Yeah. Yeah. Mhm. A very exact time estimate, I have to say, 21 minutes. I thought it was interesting for you to know. Absolutely, we appreciate it. Thank you, Mr. President. Madame et Messieurs les juges, les victimes qui participent à cette affaire attachent une grande importance à la justice. L'une d'entre elles, qui a dû s'enfuir de sa maison à la suite du meurtre de son mari et qui vit seule en République centrafricaine avec ses enfants, nous a dit « Si la justice n'est pas bien faite, les gens vont toujours penser en vengeance. Alors c'est ça qu'on doit éviter. Parce qu'il y a vengeance, il y en a plus d'un qui voudra être vengé. Ça va toujours continuer et on n'aura pas de paix. Tout ce qu'on veut, c'est avoir la paix. Mais la paix, c'est la justice qui doit en ramener la paix. » Une autre victime, dont la mère a été tuée pendant les événements, nous a expliqué. « Je suis restée en vie et je lutte pour que la vérité soit faite. Nous, en Centrafrique, nous avons beaucoup souffert, mais les auteurs des crimes ne sont pas encore traduits en justice. Je sais que ma mère, qui a été tuée le 5 décembre 2013, ne peut pas être ressuscitée. Comme moi, des milliers de frères musulmans ont vu les membres de leur famille assassinés, leurs maisons détruites et pillées, leur communauté désintégrée. On ne peut pas aller au marché pour acheter une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant, un cousin. Rien au monde ne peut remplacer la présence des membres de la famille perdus. Tout ce que j'attends de la Cour est que la justice soit rendue et qu'elle condamne les responsables qui ont commis les exactions, afin qu'ils reconnaissent leurs actes pour que cela ne se reproduise plus jamais. À maintes reprises, les victimes nous ont expliqué que le fait de savoir que justice est faite, que les auteurs des crimes sont reconnus coupables et condamnés, et que l'étendue de la victimisation et des préjudices qu'elles ont subis est reconnue devant une cour de justice, représente déjà une forme de réparation. La reconnaissance de la responsabilité pénale des accusés est donc un élément essentiel de la quête de justice des victimes. En rappelant nos soumissions écrites, je me pencherai aujourd'hui dans mon intervention très brève sur certains éléments de la commission des crimes qui sont pertinents pour les victimes que nous représentons. Les nombreux éléments de preuve présentés lors du procès permettent de conclure que M. Yekatom Ngaïsona ont participé aux crimes que leur sont imputés et qu'ils en sont responsables en vertu des modes de responsabilité confirmés. En particulier, les éléments de preuve démontrent, tels que soutenus également par l'accusation hier et ce matin, que les deux accusés ont apporté une contribution essentielle à la commission des crimes, notamment à la conception et mise en œuvre de l'attaque à l'encontre de la population civile et du ciblage systématique des musulmans. En ce sens, l'accusation a démontré que les accusés avaient un but, en finalité, un objectif commun, notamment
la prise de pouvoir à travers le ciblage de la population musulmane à Bangui, incluant Boin et Catin, Bimbo et dans la préfecture de la Lobaye. Et qu'ils ont contribué à ce plan avec l'intention et la connaissance requises conformément à l'article 30 du statut. En effet, les éléments de preuve confirment le récit des victimes, selon lesquels l'attaque a été planifiée et exécutée avec brutalité, terrorisant, assassinant, violant, torturant, infligeant un traitement inhumain, détruisant les mosquées, les maisons et les magasins appartenant aux musulmans et les pillant. Les éléments de preuve confirment également que les victimes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient perçues comme soutenant la Seleka en raison de leur appartenance ethnique, politique ou religieuse. En conséquence, les victimes attachent une importance considérable au fait que vous reconnaissiez le crime de persécution en lien avec l'attaque. Comme souligné par l'accusation dans son mémoire, M. Ngaïsona, et je cite en anglais, single-mindedly sought power. The actions it took to realize this aim were numerous, continuing, and varied. End of quote. Les victimes partagent l'analyse de l'accusation selon laquelle, depuis septembre 2013 au plus tard, M. Ngaïsona faisait partie de la direction des Anti-Balaka en tant que coordinateur politique autoproclamé et était un membre influent et important de la structure de l'organisation. À son retour à Bangui, le 14 janvier 2014, il a été officiellement désigné coordinateur général national des Anti-Balaka. Comme démontré par l'accusation, au travers de son comportement, l'accusé a promu et encouragé la politique du groupe Anti-Balaka visant à cibler les civils musulmans, instigant la montée de l'hostilité populaire à l'égard de la communauté musulmane. Il a alimenté le discours de haine généralisée des Anti-Balaka visant à justifier la commission des crimes à l'encontre des musulmans et l'amalgame entre les forces de la Seleka et la population musulmane. Comme plusieurs autres dirigeants anti-Balaka, M. Ngaïsona a contribué à la propagation de rhétorique de haine et de mépris envers les habitants musulmans du pays, selon laquelle les musulmans devaient quitter la République centrafricaine, qui appartenait aux Centrafricains, qu'ils définissent comme chrétiens et traditionnalistes. Les musulmans étaient considérés plutôt comme des Tchadiens et pas concitoyens, même si la très grande majorité d'entre eux et toutes les victimes qui participent ont la nationalité centrafricaine à part entière. De très nombreuses victimes ont rapporté avoir entendu des phrases telles que « Nous ne voulons plus aucun musulman dans notre pays » ou encore « On n'arrêtera que quand tous les musulmans auront quitté le pays ». La propagation de cette rhétorique, qui représentait un changement important en Centrafrique, où les populations musulmanes et chrétiennes avaient jusqu'à ce jour cohabité harmonieusement, a été évidemment à l'origine d'un climat de peur et de panique au sein de la population musulmane du pays, a accentué la pression sur cette population en la forçant à se réfugier ailleurs dans l'espoir d'échapper à l'escalade de violence qui les visait. Ayant été ministre de la Jeunesse dans le gouvernement d'unité nationale de Bozizé, M. Ngaïsona détenait une très forte influence sur la jeunesse centrafricaine et était dès lors en mesure de la mobiliser. À cet égard, de nombreuses victimes relatent avoir été menacées lors des événements par des groupes de jeunes ayant clairement manifesté leur haine avec les musulmans à travers d'actes d'intimidation ou en utilisant des injures à l'encontre des victimes pour instiller la peur
et les forcer à fuir. Concernant l'attaque de Bossangoa du 5 décembre 2013, la défense de M. Nguy Sona, en contestant la totalité des crimes commis, ignore la totalité de la preuve et soutient plusieurs positions irréconciliables avec une lecture holistique et prudente des éléments de preuve disponibles. Contrairement aux arguments avancés par M. Nguy Sona, la preuve est claire et crédible à l'effet que les anti-Balaka ont attaqué la population civile musulmane, commettant de nombreux meurtres de civils, ne participant pas aux hostilités. Contrairement à la position avancée par la défense de M. Nguy Sona, la preuve présentée au procès, incluant celle de double statut P2457 et P2049, clairement et de façon crédible démontre que la population musulmane était enclavée à l'école de la liberté. Elle ne pouvait pas sortir librement par peur d'être tuée, ce qui a été l'origine d'un exode massif de la population musulmane hors de la ville. Les affirmations de la défense à l'effet contraire ne sont pas supportées par les éléments de preuve. Plus de 7000 personnes se sont entassées dans cette enclave dans des conditions sanitaires effroyables en laissant derrière eux la totalité de leurs possessions. En ce qui concerne M. Yekatom, les victimes soutiennent également la position présentée par l'accusation, selon laquelle il a contribué à la commission des crimes en structurant, formant et équipant ces éléments anti-Balaka, en préparant les attaques et les avancées de son groupe, en participant à l'exécution des crimes et en dirigeant le groupe pendant l'exécution des crimes, ainsi qu'en donnant des ordres aux membres de son groupe. Entre septembre 2013 et décembre 2014, M. Yekatom assurait le commandement d'environ 3000 éléments qu'il avait antérieurement entraînés militairement en République démocratique du Congo. Comme souligné par l'accusation dans son mémoire, M. Yekatom a organisé son groupe selon une hiérarchie de type militaire, composée de sous-groupes dirigés par adjoints et sous-commandants. Il exerçait un contrôle effectif ou, comme l'a dit P1858, absolu sur ces éléments, à la manière d'un chef de bataillon. Il donnait des ordres et des instructions directement ou par l'intermédiaire des adjoints et des sous-commandants, et ces ordres étaient exécutés. La preuve démontre l'implication de M. Yekatom et de ses éléments dans les crimes commis lors de l'attaque sur Bangui du 5 décembre 2013. Il ne s'agissait pas, comme la défense tente de vous faire croire, d'une opération légale, légitime et limitée. Au contraire, les éléments du dossier permettent d'établir qu'avant l'attaque, M. Yekatom a indiqué à ces éléments que l'objectif de leur formation était de tuer les musulmans et les Séléka. En utilisant les mots de l'accusation, je cite en anglais, "This was a standing instruction that continued throughout the charge period." End of quote. De nombreux témoins ont raconté que les opérations étaient menées avec l'intention de pousser tous les musulmans vers PK5 et Miskiné. Les chrétiens avaient été prévenus à l'avance et leur avait été conseillé de placer des branches de palmier devant leur maison pour indiquer aux anti-Balaka les maisons à épargner. Les corps de certains des civils musulmans tués, y compris les commerçants assassinés au marché de Boeing, ont été amenés à la mosquée Ali Babolo à PK5. Un témoin a déclaré qu'au moins 60 corps avaient été déposés à la mosquée.
D'autres témoins ont même fourni les détails des cadavres des civils musulmans à la mosquée. P 2682, P 2050, P 1576. Contrairement aux affirmations de la défense, les circonstances de leur mort sont claires. Ces civils ont été brutalement attaqués par les anti-Balaka, alors qu'ils ne représentaient pas une cible militaire légitime et qu'ils n'étaient pas des combattants. De plus, les victimes contestent la thèse de la défense sur les causes du déplacement des musulmans. La défense de M. Yekatom allègue que les musulmans ont quitté Boïn et Katin pour une multitude de raisons. Madame, Messieurs les juges, de nombreux témoins crédibles ont confirmé la persécution de la communauté musulmane. Face à la systématicité et à la brutalité des attaques, les victimes n'avaient pas d'autre choix que de s'enfuir. L'intention de M. Yekatom est confirmée par le fait, prouvé au cours du procès, qu'afin d'empêcher la population musulmane de retourner vers Bangui, les éléments de l'accusé ont repris les barrages de l'Esseleka et en ont installé de nouveau à partir de janvier 2014, notamment au PK9, à Sekia, Bimon, Kapou et Pissa. En ce qui concerne les événements qui se sont déroulés sur l'axe Pekanov-Mbaïki, les éléments versés au dossier ne soutiennent pas la thèse de la défense selon laquelle le but de M. Yekatom était d'assurer la sécurité et rétablir l'ordre dans la région, ou encore que les musulmans ont quitté en masse la région pour des circonstances étrangères aux actions du groupe. La preuve démontre que M. Yekatom et son groupe ont avancé vers Pekanov, ont continué leur progression vers Mbaïki en prenant le contrôle de villes et des villages, et cette avancée a contraint les civils musulmans à fuir, craignant pour leur vie. Des milliers de civils musulmans se sont réfugiés en Mbaïki avec leurs propres moyens de transport ou avec l'aide d'autres personnes. La situation était tellement grave que les musulmans ont dû être évacués de Mbaïki dans des camions militaires sous escorte. En ce sens, les promesses faites par M. Yekatom suite à la rencontre organisée à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc aux fins de protection de la population civile musulmane n'étaient que de promesses vides. Ces promesses opportunistes ne représentaient pas une réelle intention de l'accusé d'aider les civils musulmans, mais servaient uniquement à redorer son blason aux yeux des autorités. En effet, la preuve démontre qu'après la rencontre, des crimes odieux ont continué à être commis, y compris le meurtre du maire adjoint d'Ijo Salé. De plus, les gestes non équivoques anti-musulmans des membres rapprochés du groupe de l'accusé immédiatement après la rencontre démontrent la véritable intention criminelle de M. Yekatom et de son groupe. Enfin, sur les événements qui se sont déroulés à l'école Yamara, les victimes supportent la position de l'accusation quant aux événements. La position de la défense, selon laquelle les membres du groupe avaient des raisons légitimes de procéder à leur arrestation, ou qu'elle aurait été ciblée non parce qu'elle était des musulmans, mais puisqu'elle avait des liens avec les Saleka, n'est pas soutenue par les éléments de preuve au dossier, qui démontrent que les victimes de cet incident étaient vulnérables, sans défense et ne participaient pas aux hostilités. Aucune raison légitime ne pouvait justifier leur arrestation et détention pendant plusieurs jours, ni justifier de les menacer de mort, de les soumettre à des traitements brutaux et inhumains, de les forcer à déshabiller. Aucune raison légitime ne saurait justifier la commission d'un meurtre sordide.
les éléments de preuve au dossier, vus dans leur totalité, prouvent que les victimes ont été visées en raison de leur ethnicité et de leur religion, ainsi qu'en raison de leur soutien politique présumé envers la Seleka. Les victimes rejettent également la vaine tentative de la défense de M. Yekatom de démontrer que certains témoins de cet incident auraient menti ou tenté de faire de collusion afin d'incriminer faussement M. Yekatom. Au contraire, les témoins ont fait preuve de courage et d'objectivité dans leurs témoignages, ont démontré l'étendue des crimes qu'ils ont subis et leur victimisation. Des éventuelles contradictions entre les témoignages ne démontrent pas une collision ou un désir à tout prix d'incriminer M. Yekatom, mais peuvent aisément s'expliquer par le passage du temps et ou le traumatisme que les victimes ont subi. En conclusion, M. Yekatom et ses co-auteurs savaient que la mise en œuvre du plan visant à cibler violemment la population civile musulmane mènerait à la commission des crimes et ont agi avec l'intention de le commettre. L'accusé était parfaitement conscient et avait l'intention, par ses actes d'omission, de faire en sorte que les crimes soient commis dans le cadre de l'objectif commun et de la politique criminelle des anti-Balaka. La structure et l'organisation de son groupe lui permettaient, conjointement avec d'autres co-auteurs, de contrôler et d'utiliser ces éléments pour commettre les crimes. Même en sachant que des éléments de son groupe avaient commis les crimes, M. Yekatom n'a jamais enquêté, n'a jamais demandé de compte à qui que ce soit, préférant plutôt féliciter et récompenser les auteurs de crimes, comme en a témoigné P. 1839. Madame et Monsieur le juge, lors des dernières consultations avec nos clients, aux fins de préparation des soumissions de clôture, les victimes ont exprimé leur remerciement pour l'opportunité que leur était offerte au cours de cette procédure de pouvoir présenter leurs vues et préoccupations. Elles nous ont également fait part de leurs attentes par rapport à la conclusion de ce procès. Les victimes espèrent que la Chambre écoutera leurs points de vue et leurs préoccupations. Elles espèrent que la Chambre reconnaîtra l'étendue de leurs souffrances et de leurs préjudices dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Elles espèrent également que la Chambre rendra un jugement qui tiendra compte de leurs opinions en déclarant M. Yekatom et M. Ngaïsona coupables de tous les crimes qui leur sont reprochés. Cela conclut, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les déclarations de clôture en faveur des 1673 victimes que nous représentons. Nous vous remercions. Thank you, Ms. Masida. I think we should have the break until 2:15, although it's a bit odd, but 14:15 for everyone. All rise, veuillez vous lever.